Aujourd'hui, et comme toujours, ça court. Au point de ne pas avoir le temps de faire du sport quand finalement ça en est, on m'excusera la syllabse. Néanmoins, j'ai envie de revenir parce que la période est aussi un peu triste en ce moment et un peu inquiétante à des niveaux personnels comme plus larges. On va en revenir à un texte que j'aime énormément, voir ce qui se passe quand on le relit et quand on le relit ensemble. On va parler de Benjamin. J'ai déjà parlé de Benjamin sur la chaîne et bizarrement pour parler 2 fois d'enfance berlinoise, mais les meilleures choses, on en parle toujours au moins 2 fois. Sans jamais vraiment parler de sa théorie et que de sa théorie, et je vais faire comme si j'étais benjaminienne. Je le suis en affection, clairement pas en érudition. En tout cas, il y a quelques textes après, des émissions de radio. Si vous voulez voir Benjamin côté radio, allez voir les éditions ou le livre de Philippe Baudouin, par exemple. Allez voir aussi le travail de Nathalie Raoult, qui est la présidente du prix Benjamin. Voilà, bon, si on veut vraiment des rééditions benjaminiennes, il y aura bien mieux que moi. Moi, on va revenir sur ça. Enfin, c'est quand même un auteur qui m'a énormément marqué, donc que j'ai découvert pour l'œuvre d'art à l'âge de sa reproductibilité technique. J'ai lu ça en prépa, en me disant bon, ok, super. En trouvant ça bien, hein, mais voilà, j'ai pas. Il y a quelque chose qui s'est pas saisi, mais c'est pas grave, la mayonnaise ne prend pas à tous les coups. Et qui est venu plus tard et plus fort, et qui est aussi venu beaucoup des cours sur Benjamin. Peut-être plus parfois que de la lecture de Benjamin. Néanmoins, moi je suis un peu collectionneuse benjaminienne, ce qui est de toute façon très benjaminien. Et je crois qu'il y a un rapport benjaminien au monde qui peut être un peu étonnant. Et peut-être qu'il y a une part de fantasme, de reconstruction, de projection de ma part sur Benjamin. On va en tout cas rester sur un texte issu du recueil de Folio Essai œuvre 3. Évidemment, j'ai les trois. C'est le tome 3 que j'aurais le plus lu de ma vie. Pour le conteur, parfois aussi dit le narrateur, les deux sont des traductions de cet article qui en allemand donne Der Erzähler, mais on va regarder ça en traduction. Et pour les thèses sur le concept d'histoire. J'ai dans ma bibliothèque la bande dessinée qui a été consacrée à Benjamin, Manifeste incertain, j'en ai le tome 1. J'avoue, je ne l'ai jamais regardé en fait. Ça fait partie des choses que j'ai sans les avoir lues. J'ai déjà dit quelque part que les bibliothèques étaient pleines de choses, de bonnes intentions. Ça a l'air d'être très bien, ça avait eu un très beau prix. Enfin. Voilà, alors on va voir, hein, le compteur, c'est quand même un article assez long et c'est dense et c'est pas forcément simple. Et il y a des moments qui sont très spécifiques à Leskov, que je connais pas du tout, et d'autres qui sont plus généraux. On va de la page 114 à 151, à mon avis on fera pas tout, mais on va voir, on commence et on voit où ça s'arrête. Ça fait partie de ces lectures théoriques que j'aime bien faire, comme ça, en commentaire, en prenant le temps. Le compteur, réflexion sur l'œuvre de Nicolas Leskov. Ah, alors, et donc je ne l'ai pas dit, je crois que c'est une traduction de Maurice Candillac ou une édition de Maurice Candillac, c'est marqué où. Traduit de l'allemand par Maurice de Gandillac, Pierre Rouch et Rainer Rorlitz. Et je crois que c'est plus précisé voilà. Donc celui-là, c'est Maurice de Gandillac, revu par Pierre Rouch. Voilà, ça aurait quand même été bien de le dire, je mettrai les refs dans la description. Le conteur, donc, le conteur, si familier que nous soit ce nom, est loin de nous être entièrement présent dans son activité vivante. Il est à nos yeux déjà un phénomène lointain et qui s'éloigne de plus en plus. Présenter Leskov comme un conteur, ce n'est pas le rapprocher de nous, mais bien plutôt augmenter la distance qui nous sépare de lui. Vue avec un certain recul, la figure du conteur se réduit à quelques grandes lignes élémentaires. Plus exactement, celle-ci s'en dégage comme une tête d'homme ou un corps d'animal peuvent se dessiner dans un rocher, lorsque le spectateur se place à la bonne distance et sous l'angle convenable. Cette distance et cet angle nous sont dictés par une expérience que nous avons l'occasion de faire presque chaque jour. Elle nous apprend que l'art de conter est en train de se perdre. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire. Et s'il advient qu'en société, quelqu'un réclame une histoire, une gêne de plus en plus manifeste se fait sentir dans l'assistance. C'est comme si nous avions été privés d'une faculté qui nous semblait
inaliénable, la plus assurée entre toutes, la faculté d'échanger des expériences. En fait, je pense que je pourrais passer 1 heure sur ce que je viens de lire. On va déjà en parler, on va voir ce qui se passe. Alors, on peut noter comment finalement la traduction obligée de trancher pour Der Erzähler, Erzählung, etc. en français peut être logique et trompeuse, c'est-à-dire que voilà, une des traductions possibles aurait été le narrateur, mais le narrateur a des connotations qui vont être beaucoup plus, alors étrangement plus techniques, et ça c'est entièrement dû à, par exemple, au travail de poétique de Gérard Genette, à, qui voilà, a apporté une dimension technique, voire techniciste, aux études littéraires ou à une part des études littéraires avec une approche comme ça très, très formelle. Que moi j'aime beaucoup, qui me plaît énormément. Il faut peut-être parler de Genette, peut-être aussi en long, en large et en travers ici. Vous me direz si ça vous intéresse. Mais dites-moi de quoi je parle, comme ça je saurai plus précisément ce qui vous intéresse. Parce qu'après j'oublie que je l'ai dit. Je vous rappelle, toutes les vidéos sont toujours improvisées. Et donc, Der Erzähler peut être traduit autant par le narrateur avec ses connotations donc un peu techniques, mais on se rappellera que le verbe narrer, lui, est plus ancien, et ça c'est un phénomène qui est postérieur à Benjamin. Et peut-être peut-on dire finalement que Benjamin c'est... Voilà, enfin, au moment où Benjamin écrit, narrateur, est-ce que c'est un mot qui existe? Est-ce que c'est un mot qui est en langue? Voilà, ça c'est une question que je ne m'étais pas posée, que je me pose d'un coup. En tout cas, conteur me fait immédiatement songer aux récits oraux, par exemple, ou de l'enfance, ou voilà. Enfin, il y a quelque chose de particulièrement archaïque qui va avec conteur, et c'est bien. Et c'est bien parce que finalement, toute narration n'est pas conte, mais c'est peut-être un peu étroit par rapport à l'allemand Märchen des contes. Et il y a quelque chose qui est plus dans l'acte de conter qui ne se réduit pas au conte. Voilà. Ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête quand on aborde ce texte. Mais en fait, il s'agit ici bien plus du conte comme acte, comme fait de conter, donc comme personnage, le conteur, que du genre. Le conteur, si familier que nous soit ce nom, et ça c'est aussi très intéressant parce que c'est là où on voit que la traduction qui arrive par moment de Erzähler en narrateur est devenue familière mais l'est quand même moins. Voilà. Et ça ne permet pas d'avoir ces espèces de dimensions, ce jeu sur le et cette analyse du sémantisme temporel du mot qui permettra d'aller vers les choses, c'est-à-dire en fait vers l'action. Le conteur, si familier que nous soit ce nom. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va être vraiment dans quelque chose de très benjaminien qu'on trouve notamment dans l'œuvre d'art à l'âge de sa reproductibilité technique. Quelque chose qui est comme le jeu entre le lointain et le proche et le distant. C'est pas ce que Freud appelle le Unheimlich, là qui a été en étrange jeté en français. Heim, c'est vraiment le foyer, ça donne home en anglais. C'est d'encore autre chose qu'il s'agit ici. Et qui se passe donc par cette question de la racontation, j'ai envie de dire, même si le mot n'existe pas, et qui va amener cette sensation de familiarité quand on entend le mot. Mais cette sensation de familiarité est déjà dans la syntaxe heurtée par l'incise, très exactement une incidente. On rappelle l'incise, c'est dit-il, avec inversion sujet-verbe. Et l'incidente, c'est un groupe qui est inséré, mais qui reste dans un ordre de la phrase canonique. Donc sujet, verbe, complément. Et donc là, on est en fait dans une incise puisqu'on a que nous soit. Mais en fait, ça, c'est parce que c'est une tournure hypothétique. C'est pas lié à la structure de la phrase. Donc, c'est pas une inversion, donc ça reste une incidente. Je pensais pas faire de la grammaire en plus. Ça me fait pas de mal. Mais c'est une inversion qui est liée aussi et pas au format de cette phrase. Mais en tout cas, cette espèce d'hypothèse par inversion sujet-verbe, alors elle permet de rendre évidemment en traduction, puisque Benjamin a écrit ce texte en allemand, c'est quelque chose qui
peut sembler un peu archaïque parfois, ça sonne un peu fable, ça sonne un peu La Fontaine par exemple, ça fait un peu fabuliste. Euh, voilà. Un peu comme cet écrit parlé que l'on prête souvent au conte, en tout cas ça peut avoir ces dimensions un peu archaïsantes dans ici l'expression de l'hypothèse, qui est en fait une forme de concessive, hein, même si grammaticalement c'est de l'hypothèse, est loin de nous être entièrement présent dans son activité vivante. Et là, on a quelque chose qui va être bon, mais très romantique, qui est déjà en fait la métaphore de la vie, qui est quasi vitaliste, à savoir donc de prêter vie à une activité et non pas vie à une personne. C'est un déplacement métaphorique plutôt vitaliste, un vitalisme plutôt léger, mais qui va nous dire quelque chose que l'on retrouve hein, quand même très très souvent dans Benjamin, c'est cette question de la vie finalement, ça va être aussi une question d'une certaine façon d'une épaisseur et d'une façon d'être au monde. Je ne veux pas faire du Heidegger, hein. J'en serais bien incapable. Mais il y a là quelque chose qui montre que l'épaisseur échappe, mais que dans cette échappée manque aussi la vitalité. C'est-à-dire aussi ce qui fait que l'activité n'est pas seulement pérenne, présente, donc pérenne c'est qui s'inscrit dans un temps notamment à venir, mais qui va avoir, comme on dit en rhétorique, parfois en théologie, une efficace. Donc il y a une forme de pragmatique. Et là, c'est dit à l'envers. C'est dit par une forme de litote légèrement euphémisante qui permet de dire sans dire ou de sans dire de dire. Alors c'est pas exactement une prétérition, mais ma prétérition c'est je ne vous dirai pas que vous êtes idiot, enfin, je n'oserai jamais. Voilà, évidemment je vous l'ai dit. Bon, voilà, l'exemple très connu de prétérition. Là vous êtes plutôt dans quelque chose qui va nier l'intensité pour nous montrer ce que ça peut être et en fait ce que ça a été, ce que ça n'est plus. Il est à nos yeux déjà un phénomène lointain et qui s'éloigne de plus en plus. Et là c'est intéressant parce que le il, littéralement, ne reprend pas activité vivante, il reprend le compteur. Et donc le compteur lui-même n'est pas une personne, il est un phénomène. Alors je ne sais pas s'il faut ici le voir en vocabulaire kantien, entre le noumen et le phénomène, c'est une manifestation. Mais finalement, le personnage est ici vraiment réduit à sa fonction, à son utilité, à son rôle social, voilà, à ce qu'il fait très clairement. Et c'est par c'est l'activité qui définit alors le personnage et qui donne un peu l'impression d'être un peu comme ces cartes postales de métiers disparus, à lumière de réverbère, ouais, ce genre de choses, où on a l'impression que de voir des vestiges d'un temps un peu passé, vestiges qui sont un peu en train de mourir, mais il y a une forme de réification, de typification dans cette reprise pronominale en fait, et qui va dire bon, voilà, que il est un phénomène. Très étonnant parce que finalement, bon, mais pour parler de l'activité et qu'elle soit réellement vivante, Benjamin passe par la personne, passe par son incarnation. Mais ça se manifeste par ce retour un peu abstrait, mais comme quelque chose qui viendrait concrétiser l'abstraction par cette incarnation. Il est déjà à nos yeux, il est à nos yeux déjà un phénomène lointain et qui s'éloigne de plus en plus. On peut noter ici le parallélisme hein, que l'on peut tirer avec l'œuvre d'art à l'âge de sa reproductibilité technique, article dans lequel Benjamin définit l'art par son aura, aura A-U-R-A, c'est-à-dire l'aura étant définie comme l'unique apparition d'un lointain pourtant proche. Et ça, c'est lié à une façon d'être au monde de l'œuvre d'art. C'est un effet de l'œuvre d'art. Et de créer ce proche et lointain en même temps. Ici, cette espèce de concaténation proche-lointain, enfin concaténation, cette simultanéité du proche et du lointain apparaît pour un phénomène, donc un genre de manifestation, mais qui est lointain, qui s'éloigne de plus en plus, c'est-à-dire en fait, ce que l'on voit, c'est déjà la trace de la perte. C'est-à-dire que quand on voit cette activité de compteur, on n'en voit déjà plus que des traces et des reliquats
qui nous montre donc, par la négative, ce qui est la perte. Donc on n'a pas ici, en fait, comme dans l'aura de l'œuvre d'art, le proche et le lointain en même temps. On a un proche qui s'éloigne, une proximité qui s'en va. Et cette proximité, elle apparaissait dans le vocabulaire par les expressions, les termes familiers, présents, activité vivante, tout ça connotant cette familiarité, cette proximité qui apparaît aussi comme une incarnation, on l'a dit. Et cette incarnation, on la retrouve encore dans ce qui normalement est une locution un peu loin, à nos yeux, pour nous, pour dire pour nous. Mais ce serait quand même dommage de ne pas de manquer que dans à nos yeux, on a quand même une incarnation corporelle par l'organe de la vision, ou les organes, ou l'organe double. Est-ce qu'on considère que les yeux sont deux organes ? Ou un seul en deux trucs, ça dépend comment c'est relié dedans, mais à mon avis, ils sont considérés comme distincts, comme les pieds. Et donc, voilà, et ça, en fait, il y a toute une tension dans la phrase de Benjamin qui va dire la trace, mais qui la dit au présent, avec un adverbe de temps déjà, qui marque... déjà, c'est évidemment temporel, mais c'est déjà révolu, en fait. C'est le fameux déjà là. Et ce qui est déjà là, c'est le lointain. Donc il y a une tension entre le verbe être au présent, ce temporel et l'éloignement. Voilà. Il est un phénomène lointain. Et donc, voilà, les tensions là, temporelles sont aussi donc des tensions de présence, et ces présences ayant des intensités. C'est pas qu'une question d'intensité, on va le voir. C'est dur, hein. Mais on comprend en fait, ce que je trouve formidable quand je lis Benjamin, c'est le sentiment d'épaisseur. Et moi, c'est quelque chose par exemple qui me guide beaucoup en France berlinoise dans l'écriture, sur comment redonner leur épaisseur aux choses. Et cette épaisseur, ça ne veut pas dire entrer dans les choses, ça peut être l'épaisseur de leur surface. Mais c'est-à-dire, c'est un peu le mystère de leur surface, leur mystère de leur présence et de leur existence. Comment on dit, alors ça, et donc ça c'est par exemple, comment faire sentir l'espèce de mystère qu'il y a dans le fait qu'une chose soit là et que quand elle est là, on ressent qu'on est là aussi et qu'on en est un peu comme abruti, qu'on comprend pas bien le fait d'être là. Voilà. Moi ça c'est vraiment par exemple quelque chose qui littérairement me guide beaucoup dans l'écriture. Comment raconter cette espèce d'abrutissement du fait d'être là et de pas trop savoir pourquoi. J'ai un cheveu qui est pris dans mes bouquins, je l'enlève. On se demande bien pourquoi. Il est dans le mythe de la virilité, si c'est pas antonymique, d'Olivia Gazalet, qui est un livre pratique. Présenter Leskov comme un conteur, ce n'est pas le rapprocher de nous, mais bien plutôt augmenter la distance qui nous sépare de lui. Alors, et donc là, on a Leskov, naquit en 1831, etc. Donc ça, c'est... Ah non, ça, c'est une note de Benjamin. Nicolas Leskov naquit en 1831 dans le gouvernement d'Oriol et mourut en 1895 à Saint-Pétersbourg. Son intérêt et ses sympathies pour le monde paysan l'apparentent à Tolstoï. Son orientation religieuse le rapproche de Dostoïevski. Mais les écrits où il exprime ses principes et sa doctrine, les romans de sa première période, se sont révélés la partie la plus caduque de son œuvre. L'importance de Leskov tient à ses récits, qui appartiennent à une couche plus tardive de sa production. Depuis la fin de la guerre, plusieurs tentatives ont eu lieu pour faire connaître ces récits dans les pays de langue allemande. Outre les petits volumes d'œuvres choisis publiés par les éditions Musarion ou Mosarion et les éditions de Georg Müller, il faut placer au premier rang le choix de textes en 9 tomes des éditions de C.H. Beck. Pure note de philologie et d'érudition, bien écrite évidemment, et avec un jugement esthétique assez fort qui montre, voilà, ce qui va compter, ce sont ce que Benjamin appelle ici des récits. Et donc là, on a quelque chose qui va être paradoxal, qui est que finalement, pour parler de Nicolas Leskov, Benjamin semble hésiter,
ou en tout cas explore ce que peut être un qualificatif comme conteur pour cet écrivain en sous-pesant d'une certaine façon, en critiquant, c'est-à-dire en analysant ici dans le sens le neutre et d'estimation en fait. Hein. On va critiquer, non, c'est peser vraiment littéralement. Euh, les effets, les conséquences que peut avoir un tel substantif utilisé pour qualifier un auteur. Et donc en fait son œuvre. Et ces conséquences sont, on l'aura compris, liées à ces questions de distance et de proximité. Ici, cette distance va augmenter, et cette distance, elle est une séparation. Ce qui paraît assez courant, mais il faut le dire, une distance pourrait ne pas être une séparation. En fait, ça dépend de quel côté vous vous placez de la distance. Et donc, ce qui pourrait sembler familier, on se rappelle, si familier que soit ce nom, entérine en fait une distance. On notera aussi la première personne plurielle, le nous, dans lequel s'inclut donc le locuteur de cet article, et dans lequel il inclut le lecteur ou la lectrice. Donc avec le nous, on se retrouve avec, finalement, avec du côté du locuteur, du narrateur du texte, pour le suivre dans le déroulement. Vu avec un certain recul, on se rappelle la distance. Donc finalement, cette distance, elle est ramenée à un recul qui peut être celui de la critique. La figure du conteur se réduit à quelques grandes lignes élémentaires. Donc ça, voilà, on voit bien quand on regarde de loin comment finalement je me fais une miniature, comment les choses se simplifient, sont plus abstraites, parce qu'elles vont en fait finalement se caricaturer à quelques traits. Et ces quelques traits, il va s'agir ici de les caractériser, et elles vont apparaître par une analogie, littéralement une comparaison. Plus exactement, on a là une espèce de figure de correction, ce qu'on appelle une épanorthose. Ce n'est pas, c'est plutôt. Voilà, alors c'est pas forcément qu'une négation, etc., mais l'épanorthose, très présent chez Nathalie Sarraute par exemple, c'est notamment cette figure qui va chercher le mot juste. Ce n'était pas la joie, c'était plutôt le bonheur. Voilà, je vous ramène à enfance, entre autres. Je ne connais pas assez bien Nathalie Sarraute, mais ça viendra. Celle-ci s'en dégage comme une tête d'homme ou un corps d'animal peuvent se dessiner dans un rocher lorsque le spectateur se place à la bonne distance et sous l'angle convenable. Donc là, ce que décrit Benjamin, c'est ce qu'on peut appeler, ranger dans la grande catégorie des illusions d'optique, et notamment, là plus précisément, pour ce qui est en tout cas d'un visage, dans ce qu'on appelle une pareidolie. C'est cette faculté qui est très humaine en fait, à reconnaître des visages. Avec ici, c'est amusant, corps d'homme, tête d'animal, comme si on découpait des chimères finalement. Mais il s'agit bien de chimères dans tout ça, dans ces reconnaissances, parce que là, en fait, il s'agit de reconnaître quelque chose dans son dessin, mais on ne sait pas si quelque chose a été intentionnellement ou non dessiné, par exemple, que ce soit cette tête d'homme ou ce corps d'animal, et que l'on va reconnaître, alors ça peut être volontaire, par exemple dans le cas d'une illusion d'optique artistique, artisanale, ou après c'est le fait de voir, je sais pas moi, des visages, des dessins dans les nuages, dans les nœuds d'un plancher, voilà, dans les plis d'un tissu. Et donc là, il y a vraiment voilà, c'est sur ce phénomène que va se jouer l'analogie, non pas du conteur, mais du fait de relever des caractéristiques de ce qu'est un conteur. Finalement aussi grâce au temps, grâce à la distance, et cette distance qui permet, donc on l'a vu, le recul critique, elle est liée à la perte. Et à la sensation de perte. Et quand on le dit comme ça, on voit comment ce ne sont pas que ce qui pourrait être objectif n'est pas objectif, parce que il s'agit d'être dans une situation
qui va être convenable, qui est celle de la distance et de l'angle de vue qui permettent la vision. Alors ça, c'est des choses qu'on a quand on va visiter par exemple le musée d'Ali de Figueras sur le portrait de Mae West. C'est là où on va voir un peu ce... Voilà, et donc le portrait en forme de salon, je crois, maison, etc. On va le voir vraiment sous un angle particulier, quand tout est bien droit, etc. Enfin, et c'est comme ça que les choses vont fonctionner au niveau donc, de l'œuvre d'art, par exemple, dans ce cas-là, mais qui nous contraint, en fait, en tant que spectateur, spectatrice, etc., à nous trouver en un point précis pour voir. Et ce point, il est donc celui d'une distance qui est une perte, mais on voit en tout cas que dans cette analogie que fait Benjamin, cette distance, elle est aussi au moment d'une perte que l'on ressent. Parce que ça existe encore, c'est juste que c'est en train de disparaître. Et ça n'est pas la même chose que quelque chose qui n'existe plus. Donc il y a encore une forme d'attachement. Et quand je dis attachement, je parle évidemment d'une proximité physique et affective. Et bonne distance, angle convenable, en fait même il faut des conditions multiples en fait, et conjointes. On notera aussi comment Benjamin ne donne pas ici le nom d'une catégorie. Par exemple, moi je vous ai dit, c'est de la pareidolie. Alors, je sais que la pareidolie on l'utilise pour les visages, je ne sais pas si on a un usage plus large, mais je pense que c'est ok, de pareidolie qui va inclure aussi le fait de reconnaître par exemple un corps d'animal. En tout cas, ce phénomène de reconnaissance, ça serait encore plus large qu'une pareidolie. Il aurait pu dire c'est comme une pareidolie ou le fait de reconnaître quelque chose. Non. Il nous met dans une situation où il va en fait donner un micro-récit qui va permettre finalement une forme d'incarnation de cette pensée par la représentation de la visibilité, ou plutôt de l'expérience de cette visibilité. Et ça repose sur quelque chose qui n'est pas explicitement une exophore mémorielle de notoriété. C'est comme quand je vous dis « Ah, tu sais, c'est ces gens-là ». Voilà, c'est rarement positif l'exophore mémorielle de notoriété, mais ça permet de faire référence explicitement à une expérience commune. Ici, l'expérience commune, elle est bien commune, puisque c'est fait pour qu'on le reconnaisse, et notamment on le voit avec l'article défini, le spectateur, qui est typique en fait, qui va permettre de typifier cette expérience, mais qui n'est plus en nous. Là, on est proche d'une définition, alors même que c'est un peu raconté comme une anecdote, mais ce n'est pas une anecdote unique, plutôt une forme d'anecdote définitionnelle. C'est pas non plus une itération, c'est pas le à chaque fois que l'on se met à une distance. Non, c'est une expérience unique qui est en fait rendue partageable. Et c'est hyper important d'écrire comme ça pour un texte comme ça. Et donc il y a quelque chose qui va être très spécifique, cette reconnaissance en un endroit très précis, mais ce phénomène de reconnaissance en un endroit précis, eh bien ça, c'est une expérience partageable. Cette distance et cet angle, continue Benjamin, nous sont dictés par une expérience que nous avons l'occasion de faire presque chaque jour. Donc là, on a une formule, pour ainsi dire, résomptive, grâce au démonstratif, cette distance et cet angle, ça reprend, et cette reprise permet, c'est une reprise anaphorique, puisque c'était à gauche, ça permet de résumer ce qui a été dit avant, avec le retour ici du nous. Et là, on va avoir en fait un lien entre comparé et comparant, entre ce qui servait à faire l'analogie et ce à quoi on comparait, l'autre bout de l'analogie. Donc cette distance et cet angle, finalement très physique dans le cas de la vision, on comprend ici qu'ils ont une dimension vraiment qui n'est plus littérale, mais qui est figurée, qu'il s'agit d'une distance abstraite, métaphorique, d'une distance et d'un angle. C'est là où on peut dire, voir de biais, etc. C'est très Renan, ça, par exemple. Benjamin, il n'aime pas spécialement Renan. Il est un tout petit peu cité. Voilà. Mais moi, ça me sert à penser, de faire des comparaisons avec ce que je connais. Mais quand je fais des comparaisons, j'essaie d'avoir des comparaisons extrêmement précises. C'est-à-dire que là, quand je parle de biais, c'est-à-dire que chez Renan, la vision de biais, c'est quelque chose qui est vraiment analysé.
Mais là, je suis très allusive, parce que voilà, c'est encore autre chose que de bosser sur le biais, la vision de biais Chiron. Cette distance et cet angle nous sont dictés par une expérience que nous avons l'occasion de faire presque chaque jour. Et donc là, on va avoir un enseignement de quelque chose qui va être quotidien, presque, et qui va permettre en fait une expérience, pour ainsi dire, enfin une connaissance, pour ainsi dire, pratique, et en même temps commune. Commune dans tous les sens, commune, vulgaire, quotidienne, commune à tous. C'est pour ça qu'on a le retour du nous. Elle nous apprend, donc ça reprend l'occasion. Reprend l'expérience que nous pouvons faire presque chaque jour. Et donc cette expérience, elle nous apprend que l'art de compter est en train de se perdre. Et donc là, en fait, Benjamin a commencé par raconter une expérience finalement de pensée, mais qui est en même temps très quotidienne et représentable, pour parler d'une expérience qui doit être réelle et commune, et qui mène à un constat que l'art de compter est en train de se perdre. Cette expérience. Et donc là, voilà, un constat qui est finalement ethnologique, anthropologique. En tout cas, qui a une portée à la fois générale et temporelle, qui dit quelque chose du temps, de l'époque dans laquelle on vit. Alors, dans laquelle il vit surtout. Je ne l'ai pas dit, première publication 36. Et s'il advient qu'en société, quelqu'un réclame une histoire, une gêne de plus en plus manifeste se fait sentir dans l'assistance. Et donc là, en fait, on a le retour à une anecdote, cette fois plus singularisée, plus individualisée, mais qui va rester quelque chose d'assez typifié. Ça donne l'impression d'y être. Et ça va être sur, donc, en société, c'est quand on sort, en fait, quand on est avec d'autres gens dans des sorties, donc dans des moments pas forcément publics, mais qui ne sont pas exactement privés, mais qui vont être ces moments d'intersubjectivité. Quelqu'un réclame une histoire, une gêne de plus en plus manifeste se fait sentir dans l'assistance. On notera que de plus en plus manifeste montre en fait, on l'avait vu au départ, comment la distance elle-même devient tangible, rendue visible. Elle est mise en avant, elle se révèle. Manifeste, c'est vraiment ça, c'est qui est visible. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette progression dans la temporalité. Est-ce que la gêne, elle est de plus en plus manifeste au moment de la soirée, en société ? Ou est-ce que c'est au fur et à mesure du temps que la demande d'une histoire sera de plus en plus gênante ? C'est les deux. Donc là, ça permet aussi de montrer comment un malaise grandit de façon, on va dire, singulative et progressive au niveau de l'histoire. Et donc, cette gêne, elle n'est pas encore exactement définie autrement que par la perte, et la perte d'une faculté, d'ailleurs elle va être surtout définie par la perte de cette faculté, d'une capacité qui est celle de raconter des histoires. Mais c'est pas ça que va dire Benjamin, il va légèrement décadrer les choses. C'est comme si nous avions été privés d'une faculté qui nous semblait inaliénable. Inaliénable, c'est qu'on ne peut pas nous enlever. La plus assurée entre toutes, la faculté d'échanger des expériences. Et donc là, on le voit. Il manque quelque chose. Et c'est surprenant, et ça pouvait fonder ou définir l'humanité. En tout cas, ça a pu sembler définir l'humanité. Et on peut penser aux La Fontaine, et Hippolyte Mété Comté, etc. Qui en fait pas une définition, qui en fait un plaisir. Et d'ailleurs, c'est bien des animaux qui parlent chez La Fontaine. Enfin bon, les animaux qui parlent. Ce n'est pas au héron que je m'adresse. C'est comme si nous avions été privés d'une faculté qui nous semblait inaliénable. Donc ça va montrer une forme de surprise
Et cette faculté, elle est définie comme faculté d'échanger des expériences. Et on aurait pu croire, et on aurait eu envie d'entendre une faculté d'échanger des récits, voire des contes. Et avec cette mention très étrange de l'échange. Et parce qu'en fait, derrière l'acte de compter se passe ce partage, cet échange des expériences. Et donc c'est très intéressant de voir comment Benjamin partage des expériences qui sont justement l'expérience de ce malaise face à la faculté de ne plus partager d'expérience, non pas pour montrer qu'il y aurait quand même une capacité et que se contredire, hein, c'est pas l'idée, mais parce que finalement, il analyse en racontant, il raconte en analysant. C'est très Woolf, hein. Ça c'est vraiment une façon d'écrivain. L'une des raisons de ce phénomène, et donc voilà, le décadrage, c'est de passer du récit à l'expérience, mais là on va y revenir. L'une des raisons de ce phénomène saute aux yeux le cours de l'expérience a chuté. Et il semble bien qu'il continue à sombrer indéfiniment. Donc on se souvient qu'on avait l'échange, qui pouvait être plein de choses. Mais là, on voit avec le cours qui a chuté, c'était en fait que se tisse, donc que se mettait en place par une figure un peu par un mot polysémique qui pouvait servir de pivot, là se met en place, on a un horizon vers une métaphore économique, celle du marché. L'une des raisons de ce phénomène saute aux yeux, le cours de l'expérience a chuté, et il semble bien qu'il continue à sombrer indéfiniment. C'est le crack de l'expérience. Et il suffit d'ouvrir le journal pour constater que, depuis la veille, une nouvelle baisse a été enregistrée. Que non seulement l'image du monde extérieur, mais aussi celle du monde moral, ont subi des transformations qu'on n'aurait jamais cru possibles. Avec la guerre mondiale, on se rappelle, hein, la deuxième n'a pas encore eu lieu, mais elle s'annonce. Avec la guerre mondiale, on a vu s'amorcer une évolution qui, depuis, ne s'est jamais arrêtée. N'avait-on pas constaté au moment de l'armistice que les gens revenaient muets du champ de bataille, non pas plus riches, mais plus pauvres en expériences communicables. Ce qui s'est répandu, 10 ans plus tard, dans le flot des livres de guerre, n'avait rien à voir avec une expérience quelconque, car l'expérience passe de bouche en bouche. Il n'y avait à cela rien d'étonnant, car jamais les expériences acquises n'ont été aussi radicalement démenties que l'expérience stratégique par la guerre de position, l'expérience économique par l'inflation, l'expérience corporelle par la bataille de matériel, l'expérience morale par les manœuvres des gouvernants. Une génération qui était encore allée à l'école en tramway hippomobile se retrouvait à découvert dans un paysage où plus rien n'était reconnaissable, hormis les nuages, et, au milieu, dans un champ de force traversé de tensions et d'explosions destructrices, le minuscule et fragile corps humain. On va remonter. Donc il y a, voilà, les expériences ne sont pas communicables parce que finalement, elles n'ont plus de valeur. Finalement, pourquoi les choses baissent ? Parce que personne ne les achète, personne n'en veut. Et pourquoi personne n'en veut ? Parce qu'elles ont été rendues obsolètes par la Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre mondiale qui fait revenir muet, qui ne permet pas de saisir, de comprendre, qui amène à une expérience qui est non communicable. Et qui fait que Benjamin opère une distinction assez nette entre ce qu'il appelle les livres de guerre, par exemple à l'Ouest rien de nouveau, ou les orages d'acier dans un style plus nazifiant, enfin voilà, de Remarque ou de Junger, ou de voilà, il y en a eu beaucoup d'autres qui finalement ne correspondent pas à l'expérience réelle, semble-t-il dire, du champ de bataille qui lui-même n'est plus finalement aussi réel. Alors, l'expérience n'est pas communicable parce qu'elle a été démentie par toutes les dimensions de la vie de la guerre et en particulier de la vie du combat. Et par la vulnérabilité monstrueuse du minuscule et fragile corps humain au milieu du champ de bataille.
Et donc à tous les niveaux, la guerre est une violence forte qui rend les choses finalement incommunicables et indicibles. Donc l'expérience, ce n'est pas ce que l'on va écrire dans un livre, mais ce qui va se communiquer de bouche en bouche. L'expérience, c'est finalement quelque chose qui est fondamentalement oral. Et ce que ne dit pas Benjamin, mais il me semble que c'est suggéré par le texte, c'est que finalement, peut-être aussi que c'est le redimensionnement du marché et du savoir qui font qu'il y a cette baisse du cours de l'expérience et du récit. On va revenir un peu en arrière, enfin, on va reprendre le début de ce paragraphe. L'une des raisons de ce phénomène, donc c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, saute aux yeux, le cours de l'expérience a chuté, on a parlé de la métaphore, et il semble bien, etc. Il suffit d'ouvrir le journal. Alors ça, c'est intéressant, notamment pour... Donc voilà, il suffit, genre, la preuve est sous vos yeux, elle est quotidienne, mais elle apparaît en fait avec un prisme métaphorique qui est en fait cette analyse de la baisse du cours de l'expérience, et donc avec du conte. Donc ce n'est pas en fait la pratique ou les moments du conte qui n'existent plus, puisque en société on peut demander une histoire. C'est juste que ça n'a aucun sens de demander une histoire dans ce monde-là. Et que cette baisse arrive de la guerre mondiale, donc c'est pour nous la première guerre mondiale, mais qu'elle ne cesse de continuer depuis, et que le journal en porte tous les jours la trace. Et ça, c'est lié autant au monde extérieur qu'au monde moral. J'arrive pas trop à voir ce qu'il appelle monde moral. Si c'est l'intériorité, si ce sont les valeurs morales, je pense que c'est un peu tout ça. Voilà. Que c'est aussi un peu la façon dont une subjectivité se construit. Et donc c'est un phénomène d'indicible, j'allais dire indécidabilité, mais c'est encore autre chose, d'aphasie après les batailles qui marque ce phénomène, c'est le fait de revenir muet. Alors que, voilà, il y aurait quelque chose de potentiellement structurant, ou en tout cas d'enrichissant dans l'expérience de la guerre, à un niveau personnel, mais qui là devient l'incommunicable. Alors, moi je le vois bien, et dans les histoires familiales on le voit, et l'histoire en fait je sais pas moi, de la santé mentale le montre. Mais je sais pas ce qu'il en est en fait pour les guerres précédentes. Par exemple, la guerre franco-prusse, elle n'a pas été très marrante. Voilà, donc moi en fait c'est sur l'historicisation sur cette période-là que j'ai quand même du mal à me positionner et à être d'accord. Ce qui s'est répandu 10 ans plus tard dans le flot des livres de guerre n'avait rien à voir avec une expérience quelconque, car l'expérience passe de bouche en bouche. Donc là on dirait que finalement le format change considérablement la donne. Alors je pense que pour Junger c'est très clair, pour Remarque je ne l'ai plus du tout en tête. Mais finalement on aurait quelque chose sur le format, sur le type d'énonciation qui est choisi, oral ou écrit, et qui, à mon avis, dit en fait d'autres choses qui vont être plus de nature, on va dire, esthétique ou poétique. Quelle forme, en fait, ça. Mais là, c'est quand même c'est très mystérieux à ce niveau-là, c'est quand même aussi très suggestif. Car jamais expériences acquises n'ont été aussi radicalement démenties que l'expérience stratégique par la guerre de position, etc. Donc tout ce qui était su est devenu, a été démenti. C'est pas forcément que c'est devenu obsolète, sinon ça voudrait dire qu'on est juste ringard, c'est que tout s'est avéré faux. Et j'aime beaucoup comment Benjamin écrit, mais c'est très triste aussi. Cette grande phrase qui est presque rhétorique. Une génération qui était encore allée à l'école en tramway hippomobile, donc avec traction de cheval, se retrouvait à découvert dans un paysage où plus rien n'était reconnaissable. Donc on a ici, en fait, par des signes, quelque chose qui va être caractéristique, bien sûr, du XIXe siècle, et d'une vie urbaine, d'ailleurs, le tramway, et d'une
en fait, qui est vraiment lié à une époque, qui est vraiment lié à la fin du XIXe siècle, hein, dans le tramway hippomobile, et qui est en fait littéralement déraciné, mais dans un sens quand même peut-être plus large et ontologique que les déracinés de Barès, que je n'ai pas lu, hein, là je projette. En tout cas, ici, ça devient ontologique. Le déracinement, il est dans le changement complet du cadre, où seuls les nuages sont encore reconnaissables. On se rappelle les nuages qui peuvent être source de pareidolie, mais qui en même temps sont des illusions, qui sont mouvantes, qui ne sont pas très stables, ni d'une très grande aide. Et cela, c'est une façon en fait de dire par des sensations et une description qui elle-même est très suggestive et finalement très abstraite par ce champ de force et de tension destructrice, de tension et d'explosion destructrice. Le champ de force parle de ce qui a pu être un champ de bataille dans des récits par exemple de champs de bataille, etc., mais qui ici n'est rien d'autre finalement que le déferlement de violence, hein, sur des corps qui sont eux-mêmes essentialisés en un seul, par l'article défini, hein, le minuscule et fragile corps humain, au milieu de tout ce bazar. Et ce n'est pas exactement la perte de soi de Fabrice me Waterloo, parce qu'ici on n'a même pas de quoi être un sujet en, je sais pas moi, en déréliction ou en perte. Hein. Notre héros était fort peu héros en ce moment. On n'a même pas la narration qui permet de raccrocher les wagons. On n'a rien d'autre que le corps. Et donc c'est parce qu'on a ce moment où il n'y a rien d'autre que le corps que rien d'autre finalement n'est non plus saisissable. Et je pense que je vais en rester là. On reprendra peut-être ça bientôt. Vous me direz, en tout cas moi, je vous dis à bientôt.